Bonjour, bienvenue sur 108 milliards. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir encore un VC. Oui, je vous ai dit, début janvier, j'ai catch-up avec pas mal de mes anciens confrères et je me suis dit, mais en fait, ils sont sympas, j'ai envie de les inviter sur mon podcast. Donc aujourd'hui, je reçois Romain Vidal, le fondateur et managing partner du fonds Teampact. Salut Romain, bienvenue. Salut Monia, ça va? Ouais, super, je suis contente de te recevoir. Merci de m'avoir invité. Bah alors, je vais raconter une anecdote. Quand je venais de me lancer dans le coaching, enfin, ça faisait peut-être même pas un an, Romain m'a envoyé un message un jour en me disant « Ah, mais je crois que ma femme pourrait être intéressée. » Donc, il a été un pourvoyeur de clients. Donc, je fais un grand bonjour à Rebecca, que j'ai adoré accompagner il y a quelques années. Ouais. Donc, merci. Tu m'as Bah, aidé. écoute, t'as rien. Tu m'as aidé au début quand j'étais rien et que personne ne croyait en moi. Écoute, c'est comme ça qu'on aide les copains. Et puis, non, je pense que la démarche est positive, donc pourquoi pas. Ah, super. Raconte un peu ce que tu fais chez Teampact. Écoute, ce qu'on fait chez Teampact, on est un fonds. On investit dans l'impact, climat et santé. Mhm. Et notre postulat, c'est que les boîtes qui vont gagner dans le futur, enfin, en partant d'aujourd'hui et pour les 15, 20, 30 ou plus prochaines années, sont les boîtes qui sont les meilleures au monde pour attirer, retenir et faire grandir les gens. Mhm. Et donc, on est à la recherche du meilleur des deux mondes entre des boîtes qui, effectivement, sont sur des sujets d'innovation positive et ce, de manière extrêmement honnête, pas opportuniste, Mhm. et qui cumulent, du coup, cette volonté d'agir sur des sujets critiques pour la société et qui cumulent ça avec une approche la plus efficace possible de rétention et de croissance des talents, et donc une vraie réflexion autour de comment est-ce que je crée un collectif qui va être capable de surperformer, puisque la cause le mérite. Tous ces sujets de climat et santé sont absolument structurels pour notre société, et donc eux, encore plus que d'autres, méritent le meilleur en termes d'exécution et de gestion des gens. Et donc nous, c'est cette intersection-là qu'on cherche. Et la raison pour laquelle on pourrait être un acteur pertinent pour faire ça, et que on croise les doigts, ça va marcher pour nous aussi en termes de performance, d'investissement et de retour, etc. Mhm. C'est que donc moi, j'ai plutôt cette brique investissement. Oui, effectivement, nous, on s'est rencontrés il y a, je sais pas, il y a 10 ans, 15 ans, je sais même plus quand. Ouais, Ça probablement nous 15 rajeunit ans pas maintenant, ouais. Ah là là, Parce que on est vieux. Voilà. Parce Et à que- l'époque, tu étais chez Caporn. Voilà, à l'époque, j'étais chez Caporn. Moi, donc, en 2010, j'ai fait partie de l'équipe fondatrice d'un fonds qui s'appelle Caporn, Ouais, chez qui je suis resté 11 ans. d'accord. Donc là, c'était un fonds plutôt plain and vanilla, classique, Standard. donc qui investissait dans des startups de la tech. Startup de la tech, B2B, software, plutôt enterprise. Ouais, Ce qui va rester de ça, mais qui est plutôt une spécificité, c'est que j'ai beaucoup appris sur la vente complexe, d'accord. et qu'il se trouve qu'effectivement, il y a un certain nombre, tous ces sujets climat et santé sont quand même assez régulièrement des ventes assez complexes. D'accord. On parle de sujets qui touchent à des sujets gouvernementaux, à des gros corporates, à des sujets de système de santé, etc. Ok. Donc la vente complexe va faire partie de ça, et c'est quelque chose sur lequel que j'ai bien l'intention de réutiliser le plus possible. Et puis surtout, tu as appris à être un investisseur, quoi. Et ouais. effectivement, ça c'est la brique standard. Ouais. Et c'est moi l'apport que j'ai dans notre association, chez Teampact. Ouais. Donc moi j'ai la compétence Invest, Mhm. ce métier de VC. Mhm. Mais effectivement, au même titre que ce qu'on va chercher, c'est l'intersection des meilleures pratiques, impact et managériales, d'une certaine manière. Chez nous, moi j'apporte la brique Invest. Benjamin Kaiser, mon deuxième cofondateur, et un ancien rugbyman professionnel. Ok, donc lui, il vient du sport. Il vient du sport de haut niveau. Alors, c'est quoi, lui, un peu son parcours? Donc, il a fait rugby. 16 ans de rugby international, Ouais. 40 sélections d'équipe de France, 2 fois champion de France, 1 fois champion d'Angleterre. Mhm. Après, c'est quelqu'un qui est d'autant plus remarquable qu'il a un parcours de vie assez unique, puisqu'il est le fils d'un senior partner de McKinsey, Mhm. qui d'ailleurs, c'est un peu... qui ensuite a quitté McKinsey pour créer Ashoka, et puis ensuite une boîte qui s'appelle Istra, qui est dans le conseil
sur les sujets justement sustainability. D'accord, donc il est tombé dans la marmite quand Donc il était petit. il est biberonné depuis le début, d'une part, à effectivement une certaine ambition, à du business, à du networking et à une volonté de bien faire. D'accord. Euh, Et lui, il est allé dans le rugby. il a fait du rugby pendant 16 ans, en tant que talonneur, effectivement, dans un sport qui valorise énormément la diversité. Et le collectif. Et le collectif. Et à un niveau international. Et à proximité aussi d'équipes qui sont des légendes absolues. Tu vois, quand tu vois les All Blacks, par exemple, tu sais qu'effectivement, c'est l'équipe la plus dominante de tous les temps. C'est dans son sport. Ça lui a donné aussi l'opportunité et de voir les choses qui marchent et de voir les choses qui ne marchent pas, et de se faire son propre avis sur ce qui fait que ces collectifs peuvent vraiment dépasser les autres, sachant qu'à un certain niveau, c'est plus du tout un sujet de hard skills, c'est quasi systématiquement des sujets de soft skills, et surtout des sujets de catalyseurs qui permettent à des collectifs de... Moi, je dis de mayonnaise qui monte ou pas, et on ne sait pas pourquoi la mayonnaise monte. Enfin, on ne sait pas. Ouais. Le but, c'est d'essayer de comprendre, c'est ça votre but. Exactement. Mais du coup, vous vous réunissez, toi et Benjamin, toi qui viens plutôt du milieu de la start-up, du VC, lui qui vient du milieu du sport. Ouais. Alors, qui, quand il arrête le rugby, va faire un MBA à Oxford. Ah ouais, d'accord. Qui à Oxford, justement, entend parler beaucoup de private equity, de VC, etc., parce que c'est quand même à la mode. Très à la mode. Ouais. Qui, du coup, c'est à ce moment-là qu'on commence à discuter sérieusement, et qui m'a dit un truc à ce moment-là qui, moi, m'avait beaucoup marqué et qui, pour moi, avait ancré le fait qu'il fallait que je fasse un truc avec lui. Il m'a dit je voudrais que le rugby, ça soit la 3e ligne sur mon CV. Et on avait un peu la même démarche, je pense, que moi, j'appelle ça quasi une démarche plus de papa que de professionnel. C'est en fait... ce qui nous rejoint tous les deux clairement, c'est de vouloir être un bon papa, un bon exemple pour nos gamins. Quelqu'un, tu vois, que quand on disparaîtra, ils se rappelleront de nous pour ce qu'on a fait de bien. Et que là, on a l'opportunité, lui comme moi, de peut-être poser les jalons d'un truc sur lequel on peut faire quelque chose de très bien et de très gros et de très rémunérateur. Et c'est là-dessus qu'on veut être retenu. D'accord. Donc vous êtes rejoints sur une ambition commune qui est à la fois, ce que j'entends, beaucoup d'ambition en tant que telle et une envie de bien faire. Après, surtout une envie de bien faire, d'être un bon rôle modèle pour nos gamins. Ok. Sans faire de compromis, du coup, sans être opportuniste, sans faire tous les trucs, toutes les choses que malheureusement, les écueils dans lesquels peuvent tomber un certain nombre de profils dans l'entrepreneuriat, qui sont peut-être trop orientés effectivement sur une réussite financière et un peu égoïste, tu vois, la fame. Nous, effectivement, ça, c'est des choses qui ne nous attirent pas, parce que ça n'est pas le rôle modèle qu'on veut être pour nos enfants. Au contraire, c'est plutôt que ce soit fortement rémunérateur en conséquence d'avoir fait du bien autour de nous et d'avoir fait évoluer le schmilblick dans la bonne direction. Bon, on y reviendra à ton rapport à la fame. Je vais te taquiner un peu. Avec grand oui, plaisir. moi je suis parfait, je veux juste faire le bien autour de moi. Non, je suis loin d'être parfait. Par contre, j'ai plutôt vocation à être caché que visible. Et le troisième cofondateur, c'est Basile Aguet, qui lui est plutôt... tu prends ton pote le plus écolo, tu le multiplies par 2, c'est Basile, quoi. Et qui, lui, du coup, a très rapidement fait la preuve de la nécessité et du pragmatisme d'aller investir uniquement sur ces sujets climat et santé. Parce que, en fait, dans notre équation, un peu le triptyque que je t'ai cité, qui est attirer, retenir, faire grandir les gens, si tu veux te garantir la première, qui est attirer, en fait, on considère à ce stade qu'on n'a presque pas le choix dans un monde moderne. Si tu veux vraiment attirer les meilleurs à l'échelle, tu seras sur ces 2 industries-là. Parce que les jeunes, aujourd'hui, c'est ça qui les intéresse. Les jeunes, tous les meilleurs, en fait. Que ce soit des jeunes ou des vieux, les meilleurs talents, dans une proportion assez significative, vont s'orienter sur ces sujets-là. Pour des raisons qui sont multiples et assez difficiles d'ailleurs à toutes décrypter et déchiffrer. Mais l'état de fait, c'est ça. C'est que les meilleurs des meilleurs, ils vont s'orienter sur ces sujets-là. Moi, j'ai une explication personnelle à ça, parce que je sais pourquoi moi j'ai envie de faire ça, et pourquoi je veux que mes enfants fassent ça. Et ça me paraît relativement basique
comme raisonnement. Donc, je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais C'est quoi, toi, ton explication perso? c'est l'équation du bonheur. C'est pour être heureux, il faut s'attaquer à des sujets qui sont essentiels. Et donc, la réalité, c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui fait avancer l'humanité. Et donc, c'est le climat, la santé, l'éducation. Et qu'une fois que tu as fait ces trucs-là, bah, tu sors de l'essentiel et tu rentres dans du... pas futile, mais tu vois, plus discutable en termes de criticité de ces sujets. Donc ça, c'est la première composante pour moi de cette équation du bonheur, en tout cas de comment moi je réfléchis à ce que je veux pour mes gamins. Sujet critique, essentiel. 2, ambition globale. Faire un truc génial, c'est très bien, mais pour que ça te nourrisse, pour vraiment que ça nourrisse cette espèce de brique interne chez nous, tous humains, c'est le journey, quoi, c'est pas la destination. Donc, le fait d'être challengé tous les jours, à la fois sur la complexité du problème que tu adresses, mais aussi sur l'envergure que tu cherches à avoir, bah, c'est 2 composantes qui sont nécessaires à justement avoir ce challenge un peu quotidien, perpétuel, qui te nourrit toute ta vie et qui fait que tu es heureux. Parce que si ça s'arrête parce que tu as fait que ton quartier et que dans 3 mois, bah, tu as fait du bien dans ton quartier, bah, c'est bien, mais du coup, ça s'arrête et ça ne coche plus cette case de Je suis challenge. challengée, donc... Voilà. Ok, ce que Je suis j'entends pas déjà, nourri. c'est que c'est ton équation du bonheur. C'est mon Ok, équation. vas-y, c'est quoi le 3e élément de l'équation? Et la 3e, c'est les gens. C'est avec qui tu le fais. D'accord. Qui est la ok. plus essentielle, qui est la plus Ouais. importante, qui est au cœur de notre thèse, qui est ceux sur lesquels on a fait le plus de R&D finalement, nous, parce qu'elle conditionne les 2 autres. Si tu coches les 2 premières cases, mais que tu le fais avec des gens qui eux, ne le font pas pour les mêmes raisons que toi, ou Ça qui pète. sont un peu plus égoïstes, ou plus quoi que ce soit, ou un peu psychopathes, ou sociopathes, ou je ne sais quoi, bah forcément... le truc marchera absolument pas, ou en tout cas tu seras pas heureux dans cette équation parce que Mais tu alors feras ça, du c'est bien, mais intéressant quand tu dis ça, parce que ce que je peux constater, moi, c'est que les 2 profils avec qui tu t'es associé, ils sont radicalement différents des usual suspects qu'on a connus pendant 10 ans dans le VC. Comme par Absolument. hasard, tu t'es pas associé avec, je sais pas, d'anciens collègues ou d'anciens confrères d'autres VC. T'es allé chercher 2 personnes qui n'avaient Alors, jamais fait de VC. Basile a été stagiaire chez Caparn, Ok. donc j'ai eu l'occasion de bosser avec lui. Mais est-ce que du coup, c'était vraiment... tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, je vais chercher des profils différents parce que sinon, on est tout le temps dans les mêmes travers? Ou ça s'est fait juste comme Non, ça? alors, Basile, on se connaissait, donc Basile, c'est plus facile parce que, en gros, dans mes 10 ans précédents, on a eu beaucoup de stagiaires et de jeunes, et qu'en gros, il y en a 4 ou 5 sur les peut-être 50 qu'on a pu avoir. C'est comme tout, quoi. Il y a toujours un 80-20, il y a toujours une partie des gens où tu dis, bon, si un jour j'ai l'occasion, oui, c'est clairement eux que j'appellerai en premier. C'est le cas pour Louis, qui est notre CFO maintenant chez Teampact, avec qui j'ai passé presque 10 ans chez Caparn précédemment. C'est le cas pour Clémence, qui avait été stagiaire chez Caparn aussi. C'est le cas pour Basile. Et il y en a un ou deux avec lesquels je suis évidemment toujours en contact et que j'espère bien pouvoir... J'espère bien pouvoir rameuter à un moment donné ou à un autre, tu vois. Tôt ou tard, sérendipité, quoi. Mais donc avec Basile, c'est quelqu'un que je connaissais et que tu vois, qui m'a tapé dans l'œil de manière évidente, qui est un ancien rugbyman lui aussi, en fait. T'as fait du rugby, toi aussi? Non, ou pas du tout. D'accord. Non, moi, je Mais suis pourquoi pas... ça te plaît alors, le rugby, comme ça? C'est pas le rugby qui me plaît, Ouais. c'est les athlètes, en fait. D'accord. C'est les soft skills. Pour moi, dans le sport, tu apprends... Enfin, dans le sport de très haut niveau, tu développes des skills qui sont ceux que tu développes pas à l'école. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, c'est la complémentarité de ces deux trucs. Alors justement, moi j'avais une petite idée derrière la tête quand je t'ai invitée, parce que moi tu sais très bien que ma lubie c'est la plasticité cérébrale, la santé mentale, et il y a un truc que je répète beaucoup qui est très tarte à la crème, c'est les entrepreneurs sont comme des sportifs de haut niveau, ils ont besoin de se préparer mentalement, etc. C'est vrai. C'est très vrai, mais on le dit un peu de manière tarte à la crème, et justement mon but aujourd'hui en t'invitant, c'était qu'on aille au-delà de la tarte à la crème, parce que toi du coup tu as vachement digué ces sujets-là. Voilà, notamment avec Benjamin, donc lui qui vient plutôt du monde du sport de haut niveau, et tu dis moi ce qui m'intéresse c'est la rencontre entre les deux, C'est ça. entre l'entrepreneuriat et le sport finalement.
Est-ce que c'est un peu... C'est ça. Et alors, vas-y, explique-nous ce truc Après, c'est de toujours c'est pareil. des athlètes de haut niveau et pourquoi dans le sport, il y Ouais. a... Ok. Après, c'est toujours pareil. Dans le sport, il y a la composante physique, etc. Et puis, il y a la Mhm. composante performance des athlètes. Et c'est vrai que là, autant le sport est absolument nécessaire pour la santé, etc. Ouais. Et en plus, je pense que c'est vraiment un facteur qui aide à performer. Mhm. Mais nous, c'est effectivement, même si ça peut faire partie des choses que, évidemment, on va conseiller à nos, Oui, mais à bon, nos c'est entraîneurs de pas... faire. Ouais. Mais ce qui va nous intéresser, c'est plus de quoi sont faits ces athlètes. Mhm. Euh, avec le disclaimer d'ailleurs, et que Ben serait le premier à dire, que le sport, c'est comme tout le reste. C'est-à-dire, il y a de tout, quoi. Il y a des menteurs, il y a des tricheurs, il y a des cons, il y a des voleurs, et il y a des gens extrêmement bien, tout comme dans l'entrepreneuriat, tout comme dans tous les autres domaines de la vie. Après, qu'il y a des variations de proportion de ces différentes composantes de ces populations, mais voilà. Et effectivement, avec Benjamin et Basile, un peu en triangle, on se rejoint sur des convictions et des expériences, une forme de savoir-faire. Voilà. Moi, je viens de plusieurs constats à travers ma carrière plutôt invest. Et le premier de ceux-là, et ce qui m'a mis dans une trajectoire à rencontrer Benjamin et à faire ça avec lui, c'est que la valeur principale pour moi d'un entrepreneur, c'est sa naïveté, et que j'ai eu l'occasion dans le passé d'être exposé à beaucoup de mentoring, coaching, etc., de la part de gens qui sont plutôt purement business, appliqués à des entrepreneurs, et avec malheureusement très régulièrement un côté très paternaliste, Ouais. donneur de leçons. Ouais. Je sais, tu ne sais pas. Ouais, mais ça, c'est de la catastrophe, ça. Et puis surtout... C'est de la catastrophe, mais c'est relativement inhérent à ce fait que en fait, c'est un peu consanguin. C'est des gens qui ont réussi dans un domaine, qui donnent des conseils à des gens qui sont dans un domaine qu'eux considèrent être le même. Ouais. Et du coup, très vite, tu tombes dans ce truc un peu... je te parle un peu de haut. Moi, je l'ai fait il y a X temps, donc tu vois. Mais ça, c'est hyper intéressant. Et surtout, toi, chez Caporn, un peu comme chez Isaïe, il y avait une communauté d'entrepreneurs qui étaient investisseurs et qui étaient justement les mecs un peu plus âgés qui ont déjà réussi et qui, du coup, que vous faisiez intervenir. Mais alors ça, c'est marrant parce que moi, depuis quelques mois, je travaille pas mal avec un truc qui s'appelle Sidekick, qui a été monté notamment par Yvan Vibo, un des fondateurs d'Evaneos. Et donc, en gros, c'est justement comment est-ce qu'on accompagne des dirigeants, comment on les bouscule, mais sans aller dans des trucs comme ça paternalistes, mais en même temps en assumant qu'on a de l'expérience, qu'on n'est pas juste dans la posture du coach qui ne sait pas et qui pose des questions. Et qu'on, y a du bon dans les deux. Il me confiait que pour lui, c'était assez difficile parfois, quand il accompagne un dirigeant, que c'est le dirigeant, genre qu'ils le prennent pas un peu, genre tout ce que va dire Yvan, ça va être parole d'évangile, alors que pas du tout. Et il dit, mais évidemment que j'en sais rien de ce qu'il doit faire à l'instant T. Enfin, c'est pas parce que moi j'ai fait un truc il y a 10 ans d'une boîte qui était différente. Enfin, ça serait trop facile. Sinon, on irait à la FNAC, on achèterait le livre de comment réussir sa boîte et puis on c'est la différence entre le conseil en strat et le coaching, en fait, ou le mentoring. Mais complètement. Mais justement, il y a aussi ce côté où même quand le dirigeant qui a déjà réussi ne veut pas être dans une posture paternaliste. Si tu as des profils d'entrepreneurs qui, pour moi, il y en a beaucoup, notamment jeunes entrepreneurs qui sont un peu bons élèves, et ben, ils vont être en mode « Ah oui, il m'a dit de faire ça, donc je le fais. » Du coup, ils se retrouvent déresponsabilisés. Et c'est tout ce qu'on veut éviter. Parce que dans un monde idéal, on a un entrepreneur qui est hyper honneur de son truc, qui agrège des conseils, mais qui les sélectionne et qui en fait sa propre recette. Ouais. Mais alors du coup, pour fermer cette parenthèse, donc tu disais, moi, dans mon expérience d'entrepreneur, j'ai été exposée à beaucoup d'approches, de mentoring, de coaching, machin, mais qui étaient, finalement, c'était pas ce dont avaient besoin les entrepreneurs vraiment pour peut-être émerger et s'épanouir. Et là, tu découvres mon postulat, Benjamin, justement. Ouais. Mon postulat, mais déjà, ça fait longtemps que je réfléchis à ça. Oui. Dans le contexte de Caporn, etc., moi, mon combat chez Caporn, ça a quasiment été comment est-ce qu'on sort de ça, tout en conservant la valeur ajoutée de ces gens-là, et sans dégrader la valeur principale qu'on achète chez un entrepreneur, qui est sa naïveté. Et donc, chez Caporn, mon combat, ça a été comment est-ce qu'on
sort du postulat qu'en fait, très vulgarisé, l'entrepreneur, c'est pas grand-chose, on va trouver des gens qui savent et qui vont lui dire quoi faire. Ça, tu vois, allergie assez rapide. Et donc, le plus vite possible sortir de ça. Ça va créer quelques clashs, quelques trucs, quelques machins. Bon, bref, ceux qui s'intéressent à l'histoire de ce fonds-là verront comment ça évolue aussi sur la partie people. Chez Caporn, on a atterri sur un truc qui conservait la valeur ajoutée. Et pour nous, la valeur ajoutée, c'était... En fait, c'est pas un sujet de coaching et de mentoring, c'est un sujet d'ouverture de porte. Ces gens-là, les grands dirigeants, parce que nous, c'était pas les entrepreneurs comme chez Isaïe, c'était les grands dirigeants. Plutôt 40, corporate, etc. Ou qu'est-ce qu'on peut aller chercher chez eux qui va apporter de la valeur à l'entrepreneur? C'est de l'ouverture de porte. Du réseau, le bon contact pour signer le bon contact contrat. le plus haut possible dans un très grand groupe pour signer. Et on faisait quasi que de l'enterprise. Donc, comment est-ce que tu apportes de la valeur à un entrepreneur qui signe des contrats à 500 000, 1 million par an? Tu réduis le cycle de vente. Comment tu réduis le cycle de vente? Tu vas chercher quelqu'un le plus haut possible qui ensuite va devenir un champion pour lui et faire avancer le schmilblick. Donc ça a été l'évolution chez Caporn par rapport à ce postulat. Et puis, par extension, moi, j'ai toujours eu très à cœur de quand même essayer... Enfin, je crois beaucoup à cette logique de... On peut faire évoluer, on peut progresser dans sa pratique, que tout est un craft un peu et que, y compris manager des gens en particulier, scaler des boîtes, c'est complexe. Et donc oui, dans un monde idéal, il faudrait pouvoir aller chercher du savoir-faire, etc., sans tomber dans ce paternalisme. Et donc moi, ma réflexion, ça a été qui on peut aller chercher, qui va avoir les avantages sans les inconvénients. Et je le cite souvent, j'ai un pote qui s'appelle Pierre-Henri Chouette, qui est pilote de chasse. Et tu vois, j'ai passé 1 heure ou 2 à parler de sa relation avec son mécano. Et sur cette conversation, moi, je trouve que j'ai appris beaucoup plus que des dizaines d'heures avec des patrons du CAC 40. Pourquoi? Parce que le mécano, ça a beau être un N-, je sais pas quoi, dans une organisation, ta vie en dépend. Le pilote de chasse, il fait de la merde sur ton avion, tu vas clamser. Donc, tu n'as aucune possibilité... Enfin, ça ne te passerait même pas par la tête de le traiter comme de la merde. Alors que le patron de CAC 40, c'est presque naturel pour lui de traiter sa secrétaire comme de la merde. Tu vois. C'est une grave erreur stratégique, je trouve. Quand tu l'appliques au parallèle... Là, du côté, c'est pas cool. Même si on était parfaitement cynique, c'est une grave erreur. En étant purement pragmatique. Et c'est pour ça que cet exemple du pilote de chasse est criant. C'est qu'en fait, c'est une organisation qui a des objectifs. Il y en a un qui pilote un avion pour aller faire une mission, l'autre qui pilote une boîte pour aller faire une mission. Le problème est le même. Tu traites mal les gens qui sont une partie importante, qui contribuent à cette mission, tu les traites mal, tu mets à mal la mission. Le pilote de chasse, il le comprend très aisément parce qu'il va clamser que ça l'embête. Le grand dirigeant, il ne le comprend pas du tout parce qu'il ne fait pas le lien intellectuel entre les deux, alors que le problème est exactement le même. Pilote de chasse ou sportif de haut niveau, c'est le même genre de catégorie. En fait, c'est toute la catégorie qui, moi, m'intéresse depuis plusieurs années, qui est tous les gens qui performent à très haut niveau en dehors du business. Et c'est valable pour des chefs de cuisine, c'est valable pour des chanteurs d'opéra, c'est valable pour des sportifs de haut niveau ou des pilotes de chasse. Tout ça, c'est le même truc. Là, ça m'intéresse vachement. Donc, toi, depuis de nombreuses années, tu es inspiré par des personnes qui performent à très haut niveau en dehors du business. Parce que du coup, ils n'ont pas de leçons à te donner sur ton business. Ok, ah oui, d'accord. Mais par contre, ils ont plein de leçons sur le management, sur ton rapport à toi. Et est-ce que, en termes, si on va sur le sujet de la santé mentale, qu'ont en commun ces personnes-là? Qu'est-ce que... Souvent, c'est des gens, d'ailleurs, tu le remarques sur la santé mentale, les athlètes en particulier sont parmi ceux qui leadent ces conversations, pour une raison simple, et d'ailleurs, et toutes ces populations-là, je pense, c'est qu'elles ont beaucoup moins, dans leur arsenal d'outils à leur disposition, c'est souvent des gens, tu vois, tu regardes le sport, tu n'as pas de produit, tu n'as pas de pricing, tu n'as pas de stratégie, tu n'as pas tout ça. Tout ce que tu as, c'est des gens. Et donc, le poids de la santé mentale chez eux est évidemment infiniment plus puissant que chez nous. Parce que nous, en vrai, il est aussi puissant chez nous, c'est juste qu'on se cache. On se cache. Nous, c'est un peu dans une soupe de plein de trucs. Et du coup, c'est difficile de pinpoint le truc et de dire, ouais, là, j'ai un souci là. Parce qu'en fait,
On va se dire, il y a des boîtes pendant des années vont se dire que leur problème c'est qu'ils n'ont pas trouvé le product market fit, C'est ça. ou qu'ils ont un problème à la tech, ou qu'ils ont un problème au marketing, alors qu'en fait juste les dirigeants sont pas alignés entre eux, ils savent pas ce qu'ils sont en train de foutre, et ils sont en Ça peut être dissonance un cognitive. problème, voilà, ça peut être un problème d'exemplarité, ça peut être un problème de toxicité, ça peut être un problème de Oui, ou simplement de dissonance cognitive entre les dirigeants Ils pensent pas pareil. Voilà, ils disent qu'ils veulent aller là, mais en fait leur corps dit qu'ils veulent aller là, quoi. C'est ça. Ok. Exactement. Et d'ailleurs, là, pareil, si tu regardes les chiffres, que je connais pas par cœur, j'en sais rien, mais l'ordre de grandeur, c'est que la grande majorité des boîtes, surtout jeunes, meurent exclusivement pour des problèmes people. Typiquement, un des associés qui se sépare, du coup, si la grande majorité des échecs sont dus à cette cause-là, effectivement, il y a une logique à se dire qu'en fait, on devrait mettre plus de poids à essayer de résoudre ces problèmes purement people que tous les autres sujets connexes, surtout au début, que ce soit du produit, du pricing, de la stratégie ou quoi que ce soit. Parce que dans la majorité des cas, la conclusion va être c'était un problème people. Mais ça, tu sais que c'est exactement pour cette raison que je suis allée me former au coaching en 2018. Et à l'époque, moi, je pensais pas que j'allais quitter le VC, jusqu'après, ça m'a tellement passionnée. Mais j'étais en mode, c'est tout le temps des problèmes people. Tout le temps. Ou le contraire, c'est tout le temps pour un facteur people positif qui fait qu'une boîte marche. Exactement. Parce que les gens smart, tout le monde est smart. Enfin, tout le monde. En tout cas, on a vu plein de gens très smart, avoir tous les hard skills du monde, savoir exactement ce qu'il fallait faire et se planter. Et je m'étais dit, ça fera juste de moi une meilleure board member, une meilleure investisseur. Exactement. Bon, mais après, j'ai trouvé que c'était tellement cool le coaching. Voilà quoi. Et là où moi, je ne me fais pas confiance autant que ça, personnellement, à pouvoir apporter ces briques, parce que peut-être pas la même aisance sociale et le même, le même appétit aussi à aller chacun ses investir zones de génie, sur soi. ses intérêts. Et là, moi, ma réponse, c'est plutôt de dire comment est-ce que je crée une communauté que je mets à disposition des entrepreneurs qu'on finance et qui vont leur apporter justement ces briques qui sont celles qui sont les plus essentielles, mais qu'aujourd'hui, ils n'ont pas. Ouais. Parce que la majorité des fonds, en tout cas en France, après, je pense par extension un peu partout, mais la majorité ont plutôt amplifié l'investissement sur justement du hard skill, du savoir-faire. D'ailleurs, souvent avec une approche très one size fits all, qui est, je trouve, encore pire que le reste, de dire on va avoir un expert sales, et lui, il va apprendre à tout le monde comment vendre. Ouais. Ce qui, pour moi, est l'antithèse du bon sens, tu vois. Ouais. Et donc, moi, je préfère dire, au contraire, là-dessus, j'essaye d'avoir un volume de gens qui ont des expériences professionnelles nombreuses, etc., et ils sont à dispo mais c'est l'entrepreneur qui te sollicite. Tu vois, j'ai aucune vocation à te dire, tiens, toi, écoute-lui, c'est mieux que toi. Mais si l'entrepreneur nous sollicite, évidemment que dans notre base de LP, etc., on a plein de gens qui sont disponibles à être sollicités pour venir faire un workshop sur un sujet sales, sur un sujet stratégie, sur un sujet quoi que ce soit. Mais le cœur de notre proposition, et le ciment d'ailleurs, y compris de cette communauté qui implique des gens qui sont expérimentés sur les sujets business, le ciment, c'est cette logique que on n'est pas... on est là pour les aider à être meilleurs eux, et pas... en fait, à la limite, on est vraiment là pour les aider eux. La conséquence, ça sera le succès du business, alors que je pense que beaucoup d'autres investisseurs sont plutôt là dans une logique d'aider la boîte à réussir, un peu indépendamment du dirigeant lui-même. Ah oui, alors que toi, tu dis... En fait, toi, ton postulat, du coup, si tu dis c'est souvent des soft skills, c'est souvent une question, finalement... c'est les sujets humains qui font que ça marche ou pas. Tu dis, il faut faire grandir les dirigeants sur ça. Ouais. Ah, putain, moi, ça, c'était un de mes... Je sais pas si c'est lubies ou fantasmes à l'époque quand j'étais investisseuse. Je sais pas si c'est faisable, tu vas me dire. C'est de me dire, j'aimerais bien investir sur des personnes, mais vraiment en mode... Je m'en fous, je te vais te donner une certaine somme d'argent, tu vas peut-être faire 5 projets. Mais par contre, quand j'investis sur toi, c'est-à-dire que si la première boîte se plante et que t'en lances, après t'en lances une autre, je suis actionnaire de la nouvelle. Enfin, du coup, c'est pas trop faisable, je pense, au niveau technique. Mais j'avais vraiment ce truc-là en me disant, j'aimerais bien prendre des gens et leur dire, tiens, j'investis sur toi. Il y a des VC US qui en sont quasiment là, je pense. Tu vois, c'est juste qu'ils refinancent la boîte du mec. Mais en tout cas, c'est clairement un bet quasi exclusif sur... Alors, après, je trouve que c'est le deuxième écueil dans lequel tu peux tomber, dans lequel moi, je n'ai pas envie de tomber non plus. Les VC US qui feraient ça un peu dans cette direction-là seraient très
pari sur une personne. Là où nous, on est quand même beaucoup plus sur un pari sur une équipe, un collectif. Ouais. Et je ne crois pas non plus, effectivement, à l'approche qu'on voit malheureusement encore beaucoup, et peut-être même de plus en plus, tous les trucs un peu à la... qui veut être mon associé et tout ça, qui starifient des entrepreneurs, mais qui oublient de mentionner qu'en fait, leur rôle à eux, réalistiquement, dans le succès de leur boîte. Bah après, ça dépend. De ce que j'entends, tu as plutôt un appétit pour le rugby, qui est un sport collectif par excellence. Tu as plein de sports individuels. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une équipe derrière. C'est ça, mais tu ça as veut des pas sports dire qu'il y a pas individuels. d'équipe Bien sûr qu'il y a derrière. une équipe derrière. Derrière un tennisman, il y a tout un staff et tout. Djokovic, il a mais, 11 coachs. Hein. Oui, j'imagine, mais c'est pas exactement la même chose. Tu vois, de C'est se pas dire, tu exactement peux la dire même pour le chose, coup, mais- qui veut être mon associé pour un sport Non, comme mais le tennis, ça peut avoir la du sens. différence, Ouais. non. Enfin, oui, mais non. La question, c'est quand tu demandes à Djokovic, est-ce que, tu vois, est-ce que c'est grâce à lui uniquement Mais ou évidemment est-ce que que c'est... non. Lui, il va te dire non, c'est grâce à tout ce qu'on a mis en place. Quand tu Évidemment. demandes à... j'ai pas envie de citer des gens, mais tu vois, on en voit là pas mal en ce moment. Vas-y, balance. Non, Non, j'ai déjà assez de... ce podcast, c'est un podcast ami avec tout le monde. Voilà, on est gentils. voilà. Bon, beaucoup de love, y compris à tous ceux qui me bloquent sur LinkedIn parce que je leur chie dessus. Qui c'est qui nous bloque sur LinkedIn? Oh bah, tous les usual suspects de l'infoprenariat, y compris les gens de la télé, là. Mais tous les gens qui disent, en gros, le succès de ma boîte, c'est moi, c'est l'histoire que j'ai racontée, tu vois, les gens achètent tel produit parce qu'en fait, ils m'achètent moi, tu vois. C'est d'une bêtise sans nom. Ça n'a aucune pérennité dans le temps. C'est toutes des boîtes en cloche. Tu vois, après, bon, maintenant, il y a plein de scandales à la Terranos, à la WeWork, à la Uber. Voilà, ben, par définition, quand c'est ça, quand c'est la personne qui se prend qui croit être née dans la cuisse de Jupiter et qui pense que c'est grâce à eux que, tu vois, que tout est en train de se dérouler comme il faut, tout ça parce qu'ils arrivent à faire les cakes à la télé. Non, bah voilà, ça, c'est des boîtes qui font ça parce que c'est comme les sectes, en fait. C'est des gens qui arrivent à créer beaucoup d'engouement autour d'eux, ça monte très vite. Ça peut aller assez haut, et puis après, ça s'écrase immédiatement après, parce qu'en fait, personne n'a envie d'être l'esclave d'un type qui se prend pour le centre de l'univers, ou d'une meuf, hein, d'ailleurs. T'inquiète pas, les meufs sont pas en reste. Ouais, bah, je pense qu'il y en a moins, mais celles qui le sont parfois encore pires. Ouais. Donc ça, effectivement, pour moi, c'est le no-go absolu. Et c'est l'écueil c'est l'écueil dans lequel on peut tomber quand on n'est que sur la partie people. Le piège dans lequel ne pas tomber, c'est pas une personne, C'est une équipe. C'est un collectif. Ouais. Et alors, attends, justement, donc on revient sur... Je suis allée m'intéresser au sport parce que c'est des gens qui allaient pouvoir, entre guillemets, apporter de la valeur, accompagner, partager leur expérience avec les dirigeants, sans leur parler de business. Au contraire, Et c'est sans ça leur qui- parler de business, mais en apprenant du business. Parce que D'accord. d'une certaine manière, c'est bilatéral. Parce que c'est aussi le problème de ce côté paternaliste, etc. C'est que c'est des relations qui sont que dans un sens. C'est que d'une certaine manière, alors c'est jamais purement que dans un sens, mais malheureusement, c'est pas assumé que justement, il y en a autant à prendre qu'à donner. Moi, je ne considère pas qu'une relation puisse être intéressante si elle n'est pas bilatérale. Donc, le sportif, il amène ce qu'il a amené, mais en échange, il se nourrit de... et c'est aussi pour ça que c'est d'autant plus pertinent de le faire sur les sujets impact. Il se nourrit de comment fonctionnent ces business-là, de toute la dimension impact, de toute la dimension investissement, de toute la dimension entrepreneuriat, de savoir comment les choses marchent, d'avoir d'être au cœur du réacteur, tu vois. Ok. Et alors, très concrètement, donc ça, tu as ces idées-là, tu rencontres Benjamin, c'est en quelle année que tu as monté Teampact? Je me souviens plus. 2021. 2021, donc vous montez votre truc. J'imagine que tu lèves des fonds. Voilà. Aujourd'hui, très concrètement, donc tout ce que tu viens de dire, comment ça se manifeste? C'est qui vos LP? C'est quoi les boîtes dans lesquelles vous investissez? Donc, tu as bien dit les secteurs. Mais du coup, je ne sais pas si tu peux donner des exemples. J'imagine Oui, je donne ça. que oui. Voilà, comment ça se passe tout ça, concrètement? Donc, effectivement, on crée avec Basile Benjamin. Et on essaye, on n'est pas individuellement riches ni les uns ni les autres. Enfin, tu vois. Bon, t'es pas riche? Non. Sors tout de suite de mon podcast. Encore moins maintenant que du coup j'ai tout mis dans Teampact. Ah ouais?
Mais donc, on lève des sous d'abord pour nous. En fait, Ouais. au début, nous, on est plus une start-up qu'un fonds. Hein. On lève des sous pour créer une équipe, on peut payer des salaires. Mhm. Et on a une chance incroyable d'avoir autour de nous des business angels qui, en fait, bah, c'est pas philanthropique, tu vois, mais il y a une vraie croyance dans cette thèse people, en fait. Ok. Que- Et d'ailleurs, justement, sur ce point-là, j'ai eu cette réflexion tout à l'heure quand tu expliquais un peu la thèse People, et puis du coup, on va sur que des trucs santé et climat. Éducation, c'est ça? Santé, Alors, climat, nous, pour éducation. l'instant, avec le fonds, on fait que santé et climat. D'accord, mais après, L'éducation, l'idée, on ne considère pas encore savoir le faire. Mais l'adresser. globalement, voilà, on va que dans des trucs. Je me suis dit, est-ce que ça aurait du sens, et je ne sais pas si vous l'avez mis en œuvre, d'avoir plutôt des fonds un peu evergreen, ça veut dire, alors j'explique pour ceux qui ne savent pas, mais des fonds qui vont pas... Parce que la plupart des fonds d'investissement, bah, leur problématique, c'est qu'ils doivent récupérer leur mise dans les 5, 10 ans. Ouais. Et donc, tu vois, parce que tout à l'heure, tu dis, ouais, il y en a qui sont plus opportunistes que d'autres et tout. Enfin, pour l'instant, la plupart des fonds sont structurés de manière court-termiste, Ouais. même si c'est quand même des longues années. Mais est-ce que si tu dis, moi j'ai une vision beaucoup plus big picture et plus long terme, est-ce que tu as réussi à craquer ça? Non. Alors, on y a pensé. Ça a été un débat au début, mais je trouve que c'est un mauvais débat. Et je suis je pense que c'est très bien qu'il y ait des gens qui fassent bouger les lignes. Tu vois, 2050, clairement, dans cette démarche très. 2050, c'est le fonds De Marie Eklund. de Marie, et ils sont evergreen? Ah ouais, D'accord. c'est vraiment leur combat principal depuis qu'ils sont D'accord. créés. C'est vraiment essayer de créer un modèle. Où notre but, c'est pas de sortir dans 10 ans avec un Voilà. x3, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est extrêmement complexe, etc. Et c'est Ouais. très bien. Ouais. Nous, on a assez rapidement abandonné ce genre de direction avec, au contraire, la volonté de faire le plus vanille possible là-dessus. Mhm. Mais en fait, aussi parce qu'on en est venu à la conviction extrêmement profonde que c'est presque contre-productif. En fait, nous, on est absolument convaincus qu'on a un moment de l'histoire où il n'y a plus besoin de faire de compromis. On peut investir dans des sujets à impact et on est franchement convaincus qu'on aura une des meilleures perfs VC des années à venir. Ah oui, donc ça veut dire que t'es pas dans le truc de moi je fais de l'impact et c'est pas grave si on fait pas de performance financière. Pas Toi du tu tout. dis, Au tu sais que moi contraire. mon motto, même avec les gens que j'accompagne, tout, je leur dis c'est fromage et dessert. Exactement. On est à une période où Et le reste. voilà, on va aller chercher nos gamins à 5 heures, on va cartonner notre carrière, on va gagner plein de pognon et en plus on va faire des choses Absolument. qui comptent. J'en suis absolument certain. Ok. Qu'est-ce qui te fait, parce que moi aussi je partage cette croyance, mais du coup pour peut-être nos auditeurs qui y croient pas du tout, qu'est-ce qui renforce ta conviction? Alors après, moi, là, je n'adresse qu'un périmètre. Hein. Je ne dis pas que c'est possible dans toutes les situations et pour tout le monde, etc. Mais dans le périmètre si on parle d'investir dans des sujets climat et santé, avec une thèse people, en fait, on est à un moment de l'histoire où tous les meilleurs talents du monde sont infiniment plus exigeants que nous, à nos âges, à notre époque, quand on sortait d'école. On ne posait aucune question de là où on allait bosser ou pour qui ou pourquoi. Aujourd'hui, on n'a jamais vu ça, tu vois. Jusqu'à d'ailleurs des extrêmes qui ne devraient pas avoir lieu. Mais de manière générale, il y a un changement de paradigme où les meilleurs des meilleurs veulent aller bosser sur ces sujets-là. Donc déjà, c'est quand même un premier faisceau assez puissant de se dire, quand tu penses futur leader mondial, le si et seulement si, c'est quand même a priori d'avoir accès au meilleur. Voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est changement de paradigme plus sur le plan macroéconomique où, d'une part, sans même parler d'impact, tous les gros, les GAFA, machin et compagnie, te disent tous, nous, on va massivement investir dans la santé en particulier parce qu'on pense que la prochaine très très grosse boîte, ça va être le Google de la santé, quoi. Enfin, tu vois, le truc qui te permet de prendre en main ta santé à une échelle globale, tu vois, population mondiale, etc. Donc, c'est des industries dans lesquelles il n'y a pas eu encore l'énorme acteur, que ce soit en climat ou en santé. Tu vois, le Amazon, le Google, le Facebook, il n'y en a pas dans ces domaines-là. Et évidemment ils vont exister. Les gros vont essayer de prendre cette place. Nous, évidemment, on n'a aucun intérêt que ce soit un existant qui prenne cette place. On veut que ce soit des acteurs nouveaux avec une mentalité, une culture, justement, qui
qui soit pertinente avec ces sujets-là. Donc, tu as accès aux meilleurs talents et tu as des industries qui sont pas low-hanging fruit, mais limite, Qui macroéconomiquement, attendent ça que fait ça se fasse. énormément de sens qu'il y ait des très grosses boîtes. On commence à en voir déjà, depuis quelques années, des boîtes qui sont déjà valorisées X milliards sur des sujets climat ou santé. Et c'est mécanique, enfin, c'est un besoin de Donc société. toi, tu dis, j'ai pas ressenti le besoin de faire un modèle d'investissement contraire. différent. On prend les trucs classiques d'un fonds et ça marche très bien parce que de toute façon, le secteur attend que ça. Je pense, et d'ailleurs, tu vois, après, tout se discute, mais l'urgence, le côté limité dans le temps, ça crée une urgence sur ces sujets climat en particulier, Oui. et même santé. Cette urgence, elle est bénéfique. Il y a une vertu à cette urgence. Tu as envie que les boîtes réussissent le plus vite possible, parce que quand elles réussissent, elles ont de l'impact. Enfin, il y a une corrélation directe entre leur niveau de réussite et l'impact qu'elles ont. Et nous, c'est comme ça. Nous, c'est la seule discipline qu'on s'oblige à avoir, c'est qu'on fait absolument pas de compromis. Et malheureusement, c'est vrai que c'est un peu vrai C'est dans pas une l'invest. association caritative, quoi. C'est ça, mais ni dans un sens ni dans l'autre. Ouais. C'est-à-dire, on ne fait pas non plus de compromis sur des boîtes où on n'est pas totalement sûr qu'elles vont avoir de l'impact ou si les gens sont vraiment honnêtes. Juste pour faire de la perf. Voilà. Ça, Ok. on l'exclut. Ok. On exclut aussi c'est juste pour l'impact, mais ça ne va pas gagner d'argent. Ok. On se concentre sur ce qu'il y a au milieu. Et je peux te donner des exemples, effectivement, Vas-y. parce que c'est ça qui est le plus parlant. Ouais. On investit dans une boîte, par exemple, qui s'appelle Morpho, Ouais. qui fait de la reforestation. Donc, évidemment, la reforestation, c'est d'ailleurs, il faut être précis. Reforestation, ça veut dire replanter des forêts. C'est pas planter des arbres. Planter des arbres, c'est souvent une énorme connerie. Tu vois, des espèces invasives en randonnion, ou en plus, là, je sais pas à quel point c'est vrai, j'en sais rien. La politique m'intéresse pas beaucoup, mais on dit que là, Macron, quand il dit qu'il va planter des milliards d'arbres, qu'en fait, il coupe des trucs pour pouvoir les planter. Bon, ça, évidemment, ça fait pas de sens. Mais dans l'absolu, planter des arbres en Des randonnion, espèces invasives, ça n'a aucun sens non plus, parce qu'il n'y a pas de biodiversité. Oui, donc c'est vraiment de reproduire des forêts. Des forêts, des avec tout ce écosystèmes qu'il y a forestiers. dedans, des champignons et tout Voilà, ce qui se et passe, Morpho, ils sont issus d'une collaboration scientifique avec un labo de biodiversité où le sujet, c'est vraiment comment est-ce qu'on produit, c'est une espèce de pods, en fait, de matière organique dans laquelle il y a toutes les graines endémiques de la zone. D'accord. Comme ça, quand tu plantes, C'est pas juste l'arbre, quoi. c'est ouais. pas juste l'arbre, c'est les herbes, les mauvaises herbes, les arbustes, etc. Ok. Parce qu'il n'y a que dans cette condition-là que la vie va revenir. Et puis que tu vas éviter tout ce qui est feu de forêt, trucs et machin et compagnie. Tu vois, pourquoi ça brûle de partout? À cause de ça. Bref, donc ça, c'est la première composante. Donc, full impact, tu vois, vraiment, full Il n'y a impact. pas de débat. Ensuite, deuxième composante, comment est-ce qu'on maximise cette capacité de reforestation? Et là, plutôt que de le faire à la mano, on le met dans des drones. Et ces drones envoient 180 capsules par minute pour permettre de faire des hectares et des hectares et des hectares. Et ensuite, d'ailleurs, on profite aussi de ces drones et de l'imagerie satellite pour vérifier que ça pousse. Tu vois, et un jour, probablement, créer une corrélation entre ce monitoring et la mesure du nombre de tonnes carbone qui sont captées. Et sur la partie business, Morpho, en fait, leurs clients, c'est des gros industriels, c'est des miniers, c'est des pétroliers, c'est des gens du papier qui dégradent, mais qui sont dans l'obligation De montrer qu'ils arrangent ce qu'ils ont dégradé. quand ils ont dégradé, ils doivent réparer. Et ça, c'est réglementaire. Et si tu prends le chiffre, et c'est pour ça, tu vois, je te parle de grosses boîtes, au Brésil, il y a 60 millions d'hectares à reforester, c'est réglementaire. Aujourd'hui, le Ils rythme... font pas. Ah non, pas du tout. Le rythme, c'est quelques milliers d'hectares par an. Oui, mais du coup, est-ce que ces grandes industries minières et compagnie, elles ont Ah, des ils n'ont choses pas le à choix. carrer? Ils n'ont pas le choix. C'est réglementaire. Ils sont obligés. Alors après, c'est Lula, etc. Donc l'instabilité politique peut jouer, évidemment. Mais la pression réglementaire ne va faire que se renforcer. Ouais. Il y aura d'autres pressions qui vont Et puis même, s'ajouter. pression des banques. Enfin, tu vois, aujourd'hui, les banques vont plus pouvoir prêter à des trucs qui sont franchement dégueulasses. Donc, s'ils veulent continuer à pouvoir emprunter de l'argent, ils reforesteront. Enfin, tu vois, donc, il y a une logique, il y a un pragmatisme business. C'est pas un truc c'est pas pour se faire plaisir qu'ils vont faire ça. Ils n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, personne, de plus en plus, ils vont avoir de moins en moins le choix. Et d'ailleurs, on peut espérer que, au-delà de pas avoir le choix, ils vont vouloir le faire parce que c'est bénéfique. Oui. Tu vois, ne serait-ce que pour pouvoir continuer leur boulot. Mais c'est sûr que si on leur donne, entre guillemets, une solution facile pour le faire, C'est ça.
tant que c'était très compliqué, ils se cachaient derrière. Ah, mais non, on Voilà. veut pas, quoi. Là, c'est facile, ça marche, c'est prouvé, c'est scientifique, il n'y a pas de greenwashing, il n'y a pas de truc. Enfin, tout marche. Et par contre, ça a un coût. Donc, même quelqu'un qui en aurait, entre guillemets, rien à foutre du climat, pourquoi il dirait non, quoi? Aucun sens de ne pas le faire, en fait. Ne serait-ce que sur la réflexion, si je veux continuer à avoir accès à des financements ou des trucs. Enfin, je veux pas prendre l'amende, je veux continuer à avoir accès au financement, je veux pas que mes clients non plus Ils disent que je suis méchant. arrêtent d'acheter chez moi, tu vois. Parce que mon concurrent, s'il le fait, peut-être que tous les clients vont aller chez lui. Ouais. Donc, tout ça, c'est du pragmatisme. Morpho, il arrive avec une solution qui est plus efficace et moins chère que de le faire à la main, mais ça reste, tu vois, entre 5 et 10 000 $ l'hectare de reforestation. 60 millions d'hectares à 5 à 10 000 $, oui, c'est un énorme business. C'est un marché de 30 à 60 milliards. Et Morpho est à peu près la seule boîte à maîtriser ce climat équatorial. Ils ont il y a quelques autres acteurs qui font ça et c'est très bien, il n'y en a pas assez, mais il y en a un qui le fait plutôt en Amérique du Nord sur tout ce qui est feu de forêt. Au Canada, parce que quand ça brûle, effectivement, il faut reforester, et donc les collectivités financent ça. Il y en a un qui fait ça plutôt en Australie. Mais tout ça, c'est pas les mêmes graines, c'est pas les mêmes climats, et donc il y a une expertise et une supply chain. Parce que la réalité, c'est que c'est pas du tout trivial de créer une supply chain de graines qui permettent de reforester des millions d'hectares. Enfin, tu vois, c'est un business qui est extrêmement complexe Et dans une boîte comme Morpho, vous investissez au tout début ou pas du tout? On investit au tout début. D'accord, donc toi, tu investis quand aussi maintenant ou tu fais... Parce que Si, Thierry. D'accord, mais ça Alors, reste donc au tout début. C'est pas au moment. On investit. La thèse du fonds, c'est pas d'investir sur une idée. Non, c'est Donc, pas un PowerPoint. Quand on investit, toute la partie scientifique est backée. Ouais. Il y a des preuves, à minima des preuves de concept, idéalement 1 ou 2 contrats, etc. Ok. Mais c'est le début, quoi. Oui, c'est le tout début. Nous finançons, et c'est le type de boîte qui va nécessiter, ne serait-ce que sur la partie supply chain, etc., nécessiter des financements assez importants. Ouais, mais c'est pas que vous qui allez le faire, évidemment. Il faut aller C'est pas chercher. que nous qui allons le faire. Et ça, c'est un sujet, parce que une boîte comme Morpho, la plupart des VC, entre guillemets, classiques, ils savent pas financer ça. Ils savent pas, mais tu vois, il y a plein de fonds d'infra qui commencent à regarder. Il y a plein de. La réalité, c'est que comme il n'y a pas de compromis, nous, on est très serein dans le fait que ça va être financé, parce que y a pas de, ça va être un très bon business. Oui, les gens vont investir juste parce que c'est un business. Ok. Tu as d'autres exemples de boîtes dans lesquelles vous avez investi? Sûr. Et peut-être des trucs un peu moins évidents en termes d'impact. Est-ce qu'il y a des trucs un peu moins évidents pour les gens qui connaissent pas? Là, c'est une évidence pour tout le monde. Mais... après, nous, notre but, c'est justement de faire que des trucs qui sont franchement évidents d'un point de vue impact pour éviter de se retrouver dans du... Oui, mais des trucs qui sont en fait évidents quand on y réfléchit. Quand toi, tu y as réfléchi, tu vois l'impact, mais que peut-être moi, de l'extérieur, à première vue, je ne l'aurais pas mis dans la case impact. Non, par définition, c'est un peu ce qu'on va essayer d'éviter. Mais, ou sinon, donne-moi des exemples. Mais je peux te citer... Je peux te donner juste le one-liner du truc et tu me dis si ça t'intéresse de creuser. Donc, dans les invests du fonds aujourd'hui, sachant qu'au début, on a fait du club deal et maintenant, on a le fonds. D'accord. Mais, alors, je vais peut-être en oublier, mais dans les trucs un peu late stage qu'on a fait en club deal, on a Alan, on a Wondercraft, on a Clou, on a Murphy. Ça, c'est évident. C'est le but. Non, mais c'est très bien. Okay. On a Murphy. Voilà. En early... Donc, on a Morpho. Mais par exemple, alors peut-être que je dis des bêtises, vous n'avez pas investi dans la belle vie? On n'a pas investi dans la belle vie. D'accord, ok. Parce que pour le coup, je m'étais dit, mais c'est quoi le lien? On a investi dans Le Fourgon. Qui est un équivalent? Non. Non. Parce que c'est que du contenant consigné. D'accord. C'est le laitier. Il t'amène une caisse avec tous les contenants en verre, du lait, des céréales, même du produit, la lessive, du shampoing, des trucs. Et tu rends les bouteilles. Et le jour où il te ramène le deuxième, tu lui rends la caisse avec tous les contenants et lui, il les nettoie et il les fait tourner. Il les ramène, ok, d'accord. Donc, tu vois, même là-dessus, en plus, c'est livraison en véhicule électrique, etc. Et ça vend que des trucs de nécessité. Donc, il n'y a pas vraiment de... Tu vois, pareil, mais c'est notre but, encore une fois. Hein. Et il y a plein de trucs qu'on a regardés, qu'on a refusé de faire, parce que, justement, il y avait ce doute, en fait. Et alors, ok, donc il peut y avoir le doute sur est-ce que c'est une évidence que ça a un impact. Qu'est-ce que tu répondrais déjà en ce moment? Voilà, beaucoup de fonds se la jouent impact, c'est la mode. Tout le monde. Exactement, voilà, ok. Qu'est-ce que tu répondrais à tout ça? Et même, par exemple, quelqu'un qui ne te connaît pas et qui écoute notre épisode et qui dit « Ah ben oui, non, mais encore le énième VC qui dit qu'il fait de l'impact et qu'il ne fait pas ça pour le pognon et qu'en fait, lui, il fait ça pour sauver le monde. » Comment tu...
j'ai du mal à intellectualiser ce truc-là. Ça m'embête beaucoup. Euh, Parce que dans la majorité des cas, c'est franchement évident, en fait. Et je comprends pas que les gens se laissent... Alors, soit tout le monde est content de saisir cette opportunité de passer pour des gens bien tout en changeant rien à ce qu'ils font. C'est possible. Soit les gens se laissent berner par des gens qui racontent des belles histoires, mais en fait n'en font rien. Je sais pas. La réalité, effectivement, c'est que beaucoup de fonds voient l'opportunité. Enfin, il y a une réalité, c'est que tous ces sujets de financement, ça part de très haut et puis ça descend jusqu'à nous. Via les gouvernements, les banques centrales, les BPI, FEI, les LP, les assureurs, et puis tout en bas, quelque part, les VC qui finissent par récupérer. Mais Une en petite haut, miette, ouais. en haut, ça se structure par poche, qui souvent sont sur des démarches de volonté politique. Et donc, tu te retrouves effectivement avec des poches qui grossissent sur des sujets impact, beaucoup climat, pas beaucoup santé, pas beaucoup people. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous, justement, nous, on lève quasi pas avec les instituts d'ailleurs, parce qu'on n'est pas assez Dans les cases. dans la case. Voilà. Et donc, le problème, c'est ça, c'est les cases. Ok. Et donc, il y a beaucoup de gens qui voient très bien que ça fonctionne dans des cases et qui, plutôt que là où nous, on dit, bah tant pis, pour l'instant, on va attendre que les cases soient des vraies cases impact. Enfin, toutes des vraies cases impact, parce qu'il y a clairement des vraies cases impact. Hein. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de cases dans lesquelles tu peux rentrer sans être vraiment impact. Et donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de VC impact, mais qui vont dire, par exemple, moi, je fais que du software. Du logiciel. Ouais, du logiciel. Et toi, pour toi, c'est quoi? Le logiciel, c'est de l'impact? C'est pas de l'impact? Il Mais y en ça a, peut. oui, mais c'est pas... Ça peut, mais ouais. ça va pas régler le problème dans sa globalité. Donc, Ouais. si tu fais que du logiciel, déjà, tu admets que tu n'es pas là pour régler le problème, tu es là pour profiter. Participer. Tu Non, mais tu participes. peux participer Voilà. à régler le problème sur un truc que tu connais. En partie. Mais je vois mal comment l'intégralité d'un portefeuille software impact serait sans compromis. Je pense que si tu fais 25 boîtes logicielles impact, Il y en a il qui y en vont a pas être vraiment forcément, impact. Quoi. moi je dirais au moins la moitié, qui sont des purs opportunistes. Ok. Et Et qui alors ne vont justement, pas améliorer le ouais. schmilblick, tu vois. En ce moment, on voit beaucoup de, je sais pas moi, des places de marché d'installateurs de panneaux photovoltaïques. Désolé pour eux, mais il y a quand même de grandes chances que 8 personnes sur 10 qui fassent une place de marché d'installateurs de panneaux photovoltaïques n'en ont absolument rien à foutre de la partie climat. Et le fassent juste parce qu'effectivement, tu vois, aujourd'hui, un installateur de panneaux, il fait... Enfin, moi, je viens d'acheter des panneaux pour moi sans l'installateur. 1000 balles de panneaux, ça m'aurait coûté 10 ou 15 000 balles de les faire installer. Il y a quand même 14 000 balles de marge. Donc évidemment que c'est un business intéressant. Et que les gens qui installent des panneaux, c'est souvent des anciens plombiers ou des anciens électriciens qui ont juste vu qu'il y a une manne là pour faire beaucoup, beaucoup de blé. Et qui... oui. Et voilà, et qu'on n'a rien à foutre de partie climat. Enfin, tu vois. Donc, Et alors toi, comment tu... Donc ok, sur le business en lui-même, mais sur la partie people, comment tu fais pour évaluer, à part ton bon sens paysan et ton feeling, que il n'y a pas de compromis au niveau... Donc c'est quoi? Tu cherches des entrepreneurs qui, pour le coup, se lèvent pas le matin juste pour faire du pognon? ouais, alors, on essaye d'aller évidemment le plus loin possible dans ce sujet-là. Qu'est-ce que tu cherches comme type d'entrepreneur, justement? Et puis, du coup, ça va rejoindre aussi des questions que, justement, je te disais en début d'épisode, j'aimerais bien un peu te taquiner sur, oui, moi j'ai envie d'être un bon exemple pour mes enfants, je suis un saint. Je suis pas du tout un saint. Je rigole. Je suis très loin d'être un saint. Et j'ai aucun intérêt à ce qu'on parle de moi. Tu vois, ça n'a rien à voir avec moi. Je sais, mais c'est quoi voilà. la différence pour toi entre des gens pleins de bonne volonté, affichés, mais qui en fait finalement sont pas authentiques, et des personnes, j'imagine que tu te mets dans cette case-là, qui sont pas parfaites, mais qui ont une démarche sans concession. On veut être des bons exemples pour nos enfants, on veut être du bon côté de la barrière, entre guillemets. La réalité, c'est qu'il y a des traits de caractère qui nous donnent quand même de très bons indicateurs sur le type de gens. Vas-y. Donc, je te disais tout à l'heure, tu vois, typiquement, celle-là, elle est vraiment facile, mais quelqu'un que tu écoutes parler de son business et qui ne parle que de lui, bon, bah, ça, déjà, c'est
c'est quasi systématiquement Ouais, c'est l'exemple no-go. de Joko, il va pas dire que c'est que lui qui a réussi, quoi. Ok. Alors que lui, pour le coup, il pourrait, tu vois. Oui, enfin, oui. Lui, sur le terrain, il est Ouais. quand même tout seul. Ouais. Mais ce côté, égoïsme, égocentrisme, bon, ça, voilà. Évidemment, il y a tout un sujet autour du narcissisme, qui est la même chose. Mais et voilà, nous, effectivement, c'est ça qu'on va vouloir éliminer à l'entrée. Parce que, tout simplement, en fait, il y a une réalité que les exemples qu'on a dans l'histoire d'équipes qui ont marché à très haut niveau dans la durée, c'est jamais un one-man show. Ça n'existe pas, dans aucun cas, en fait. Donc, tous les gens qui essayent... Donc, tous les one-man shows, ça t'intéresse pas, déjà? Un one-man show Ok. ne m'intéresse pas par définition. Ok. Par définition. Enfin, il y a peut-être des one-man shows à leur insu. Celui-là, je veux bien le regarder, tu vois. Ok. Le type qui est tellement inspiré, tu vois, je pense à un Jankovici, c'est un one-man show à son insu, tu vois. Sa volonté à lui, je pense pas que ce soit, tu vois, lui, il veut essayer de faire avancer le schmilblick. Enfin, je sais pas, je connais pas le gars, mais Ouais. c'est l'impression qu'il me l'extérieur, donne. c'est l'image Voilà. que tu as. Ok. Un peu autiste, un peu, tu vois. Son but à lui, c'est pas d'être connu. Son but à lui, c'est de faire avancer le schmilblick. Donc déjà là, tu viens de dire un truc très clair, c'est quelqu'un. Est-ce que mon but c'est de faire avancer ce public ou d'être connu? C'est différent. Mais peu de gens ont cette lucidité sur eux-mêmes. Ah oui, ils l'ont peut-être pas sur eux-mêmes, mais nous on leur assurait, c'est pas grave. Enfin, tu vois, J'adore. c'est comme ça. Et nous, notre but, c'est de filtrer, tu vois. Ouais. Donc effectivement, Donc avoir moi, des équipes fondatrices qui ont à cœur de vraiment faire avancer, quitte à ce que ça se traduise très concrètement pour eux par moins de réussite financière, moins de... pas forcément. C'est juste que Oui, la mais réussite imaginons financière, c'est une que s'ils doivent conséquence. choisir entre les deux... Ah bah, tu Ouais. vas alors. Je pense que la grande majorité, en tout cas, entre le choix de est-ce que tu veux être un bon rôle modèle et avoir vraiment fait avancer le schmilblick ou et que si tu devais enlever de ça pour être très riche, oui, systématiquement, c'est des gens qui vont répondre non. Moi, je préférerais aussi devenir riche dans le process, mais ce qui m'intéresse, c'est d'être un bon rôle modèle parce que c'est ça qui va me nourrir. Ok. Après, c'est toujours pareil. C'est à quel point les gens ont conscience de ce qui les nourrit dans la vie. Donc c'est déjà tout ce que tu es en train de dire, c'est que comme tu arrives assez tôt dans les boîtes, donc il y a déjà quelques employés, mais en général, il n'y en a pas beaucoup quand tu viens. Il y a des fondateurs. Il y a Déjà- les fondateurs, des fois les premiers employés, ouais. Voilà, mais déjà, donc un solo founder, il vient pas te voir. Ça sert à rien. J'avoue que sur ces sujets-là, mais c'est pas tellement à cause de la partie psychologique. Parce qu'un solo founder qui s'entoure très bien et qui, encore une fois, qui fait ce qu'il faut pour attirer, retenir, faire grandir les gens, ça peut très bien marcher. Il se trouve que là, mais c'est peut-être un peu de la facilité, mais c'est vrai que sur ces sujets climat et santé que nous on adresse, on recherche plus des binômes, mais parce qu'on cherche une complémentarité pertinence scientifique ou tu vois, pertinence technique et capacité à vouloir faire du business. Et que j'avoue que je recherche ce binôme-là parce qu'il me paraît essentiel. D'accord. Je pense qu'il y a des façons, mais tu connais le VC, quoi. Oui. Tu es obligé d'avoir une passoire avec des trous relativement petits, sinon c'est vite le bordel. Ça n'exclut pas que je pense qu'il Il y y a a des des exceptions. il y a des cas clairement de D'accord, solo founders qui vont réussir à créer une dynamique d'équipe où les gens ne sont pas forcément cofondateurs, mais sont pour autant suffisamment incentivés, suffisamment nourris, suffisamment valorisés et que ça fasse des étincelles. Ça, je suis absolument convaincu. Par facilité et pour définir un filtre efficace, j'avoue que pour l'instant, en tout cas, on va plutôt chercher des binômes ou des trinômes avec ces deux composantes-là, plutôt une composante scientifique qui nous assure que, d'un point de vue impact, c'est véridique, il n'y a pas de débat là-dessus, et une composante business nourrie par une volonté d'impact, mais une connaissance, un savoir-faire à développer des gros business, à aller chercher, avoir de l'ambition, à aller le faire de manière globale, etc. D'accord, ok. Et alors,
peut-être pour finir, parce que je vois le temps qui court, justement, si on revient à... si je te taquine un peu, je trouve que la vision que tu nous as donnée en début d'épisode, je veux être un exemple pour mes enfants, je veux vraiment faire le bien, c'est un peu dit, elle peut être vachement Je veux être challengeable. utile, c'est pas faire le bien. Moi, je veux être utile à des choses essentielles. Est-ce que c'est pas un peu manichéen comme vision du monde? Quelle est un peu ta réflexion quand je te dis ça? Je sais pas, tu sais, alors moi je suis pas du tout religieuse, tu le sais bien, Moi non plus. mais il y a un truc, un passage, en plus je vais le dire très mal, je suis désolée pour ceux qui connaissent bien ce truc-là, mais un passage du Coran, moi que je cite souvent en coaching, c'est il y a un endroit où c'est écrit genre derrière les trucs apparemment positifs, vous savez pas les trucs négatifs qui sont cachés derrière, et derrière les trucs apparemment négatifs, vous savez pas les trucs positifs qui sont cachés derrière. Moi, ce truc-là, j'y réfléchis souvent en me disant attention aux visions très manichéennes du monde. D'un côté, on fait le bien, d'un côté, on fait le mal. Il y a les gentils et les méchants. C'est beaucoup plus complexe. Notamment, je trouve que les sujets du climat. Alors, sans aller dans... Justement, le problème, c'est qu'on peut se cacher derrière ça pour rien foutre. Mais voilà, j'aimerais avoir ta réflexion sur comment est-ce qu'on peut amener de la nuance là-dedans sans forcément se déresponsabiliser sur... Il y a quand même des trucs qui sont bien et des trucs qui sont pas bien. Et typiquement, moi, je ne suis pas un activiste climat. Je ne suis pas non plus médecin. Et mon point d'entrée dans ce sujet, c'est vraiment un sujet pour que les business marchent. Enfin, le succès d'un business est la conséquence du succès des gens qui le composent et donc des employés. Et en fait, c'est une démarche qui part de là, en ce qui me concerne. Hein. Et encore une fois, ça se rejoint, mais ça part aussi plutôt, lui, d'une approche de qu'est-ce qui a marché dans le sport de haut niveau. Et Basile, c'est une approche qui vient purement de l'impact, et en particulier sur la partie climat. On se rejoint à cet endroit-là, mais on vient de réflexions qui sont assez différentes. Moi, si je te donne effectivement, le chemin que j'ai parcouru pour arriver à ce point de jonction, c'est le succès des business, c'est attirer, retenir, faire grandir les gens. C'est avoir les meilleurs, c'est les garder, c'est les faire grandir. Oui, qu'ils soient heureux, quoi, pour être là. Okay. À cet instant T, là, dans l'histoire, qu'est-ce qu'il faut pour attirer les meilleurs? Ça sera dans ces sujets-là. Qu'est-ce qu'il faut pour les faire rester? Il faut être quelqu'un de bien, qui respecte, qui les admire, qui les valorise, et qu'en échange, il y a ce côté rôle modèle, et là, c'est très proche du côté papa. Tu veux garder des gens dans ta boîte, soit un bon exemple, soit une personne qu'on a envie de suivre. Et ça, sur la majorité des gens, en tout cas ceux qui, moi, m'intéressent, ils vont vouloir suivre des gens qui sont inspirants et qui sont positivement inspirants. Après, il y a une partie de la population, les fans de Oussama Hamar ou je sais pas quoi, qui, eux, sont attirés par la toxicité, qui fassent ce qu'ils veulent. L'instant Oussama. Voilà, qui fassent ce qu'ils veulent, c'est pas mon sujet. Il y a toujours des gens qui bosseront chez Philippe Maurice. Il y a toujours des gens qui... voilà, c'est une partie de la population qui ne m'intéresse pas, qui existe, que j'essaye d'éviter. Voilà. Et enfin, faire grandir. Et effectivement, cette partie faire grandir, c'est là où moi, je n'ai pas cette compétence. Et cette compétence, je pense qu'il faut aller la chercher chez des gens qui sont justement, qui ont fait la preuve d'avoir réussi à avoir cette espèce de supplément d'âme. Parce qu'à très haut niveau, c'est plus un sujet de technique ou de stratégie, c'est un sujet de tout le monde est absolument excellent. Donc, qu'est-ce que toi, tu as réussi à aller chercher pour avoir ce truc en plus? Supplément d'âme. Et de dire, du coup, je vais chercher des gens qui ne viennent pas du business pour pas qu'on rentre dans les travers de papa. Et on va essayer d'infuser. Chercher des sportifs, des artistes, des chefs cuisiniers, des gens qui ont été exceptionnels dans leur domaine parce qu'ils ont eu ce supplément d'âme. Et qu'a priori, ils ont peut-être des recettes, des trucs un peu actionnables. Comment de l'inspiration, déjà. De l'inspiration, de la confiance en soi. Tu vois, moi, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais moi, je le valorise énormément. Et surtout sur les entrepreneurs français. Le jour où Nico Karabatic ou Raphaël Varane ou Antoine Dupont devient actionnaire de ta boîte, d'un coup, déjà, en termes de confiance en soi, il y a un gap qui se crée. Et d'un coup, c'est des gars ou des filles qui, la veille, ils étaient, tu vois, limite, ils regardaient Pôle emploi pour recruter je sais pas qui. Et d'un coup, ils vont se dire, attends, pourquoi pas, moi, je vais aller débaucher chez Google, tu vois. J'ai Antoine Dupont ou Cyril Gann ou je sais pas qui à mon capital. Je suis quand même, tu vois, je suis là, quoi. Ça, déjà, tu vois, c'est des trucs bêtes. Mais confiance en soi, sentiment d'appartenance, résilience, tu vois, ce côté, on investit sur ce serrage de coude. Et c'est vrai que les gars du rugby, ils sont intéressants pour ça, parce que c'est un des sports où vraiment, personne ne va réfuter le fait que pour gagner au rugby, il faut des gros, il
faut des rapides, faut des légers, faut de tout, en fait. Oui, Tu il vois. faut que tout le monde travaille ensemble. Et Ok. si ton copain, tu vois, il y a un côté qui se rapproche un peu du côté pilote de chasse. Si ton copain, il fait pas son boulot, Toi, t'es dans tu la vas merde. prendre super cher. Ouais, tu vas avoir. Mais vraiment, on mais va te mordre physiquement. les oreilles. Oui, mais pire que ça. Enfin, les gars, quand ils Ouais. prennent des coups, tu vois, il y en a qui finissent mal. Donc, Ouais. et que ce soit santé mentale ou santé physique dans le rugby, c'est au-dessus de tout. Enfin, tu vois. Parce que la Très intéressant. vulnérabilité, la gestion de la peur, même, mais c'est là où il faut parler avec Benjamin plutôt qu'avec moi, mais tout ce qui est autour du haka, tu sais, les Oui, néo-Z oui. qui font le haka, c'est pas agressif. Le haka, c'est, on sait qu'on a peur, on l'accepte, on en parle, Et on va se taper l'exprime. dessus, et c'est OK, tu vois. Mais on accepte. Mm. Et c'est ça qu'on, tu vois. Hyper intéressant, les images avec le haka. J'ai une dernière question pour toi. Projette-toi, je sais pas, allez, on va dire tu as 75 ans. Dans tes rêves, Ouais. ce serait quoi la vision? T'es où? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que Je tu sais pourrais nous pas, dire? je sais pas, et j'y pense pas trop. Le seul truc que j'espère, c'est que mes enfants seront heureux, c'est tout. D'accord. Moi, mes enfants et ma femme, ouais, voilà. D'accord. Mes Donc, enfants et ma femme tu soient les heureux. vois heureux, c'est ça que tu projettes. Bah ouais, j'espère. C'est chouette. Mm. Merci, Non, Romain. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.